on te remercie aussi au nom de tous les participants et aussi pour tout ce que tu as pu nous apporter pendant ces 10 semaines passées en votre compagnie. Merci, merci. Voilà, donc on va faire une interview, il y aura 4 thèmes. Le premier thème, c'est un peu toi en tant qu'animatrice du MOOC, tes objectifs et tes compétences. Après, on reviendra un peu sur les thèmes des séances. Et puis après, les participants et leurs compétences. Et le 4e thème, ce sera un petit bilan comme ça, D'accord. à chaud. Ce que je voudrais bien, c'est que vous parliez pas trop des interviews entre vous. Si, vous pouvez donner l'avis général, etc., mais pas trop les questions pour que ce soit, voilà, pour tous la surprise. D'accord. C'est ça qui démarre, mais bon, que chacun soit un peu dedans, quoi. Oui. Voilà. Et bien, on va commencer par une question qui est un peu en dehors des thèmes que je t'ai donnés tout à l'heure. C'est la seule question, c'est est-ce que vous vous étiez distribué les rôles avant le départ du MOOC ou comment ça s'est passé cet avant-MOOC, on va dire? On a travaillé immédiatement ensemble. C'est un projet vraiment commun de A à Z. Je crois qu'on l'a déjà dit, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés sur Twitter, on ne s'est jamais rencontrés dans la vraie vie avant le dernier soir. Parce que chacun dans notre ère, je dirais, de travail, on avait émis le souhait de faire un MOOC. On avait très très envie de ne plus seulement en parler, mais de le faire. Et moi, je suivais depuis déjà longtemps ce qu'écrivait Jean-Marie Gilliot sur son blog. Je ne savais pas, en revanche, que Anne-Céline et Morgane étaient aussi intéressées. Mais c'est à la suite de la publication d'un article sur TOT sur les MOOC où je posais la question et les francophones, qu'est-ce qu'on fait que Jean-Marie a dit bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai dit alors si on en faisait un, il a dit ça tombe bien, je viens de contacter quelqu'un pour en faire un aussi, et c'était Anne-Céline, et Morgane est arrivée là-dessus, et voilà. Donc au départ, c'est donc vraiment un projet à 4. On ne se serait pas lancé seul, ça c'est certain. Moi j'avais fait un premier essai complètement avorté sur la peer-to-peer university, il y a maintenant à peu près 1 an. J'avais déjà à l'époque envie de faire un cours ouvert et en grand groupe sur cette plateforme anglo-saxonne, de manière à être le premier cours en français sur cette plateforme. Donc c'était déjà la même idée. On parlait beaucoup moins des MOOC que maintenant. Et puis très vite, je me suis rendu compte que seule, je m'en sortirais jamais. Et donc voilà, 1 an après, l'occasion s'est représentée de faire ça. Alors, on a travaillé vraiment les thématiques, l'organisation, les contenus, la présence d'intervenants, etc. Tout ça, c'est vraiment des idées en collectif. On avait des réunions à peu près toutes les 2-3 semaines. Et puis après, selon les compétences qu'on avait les uns et les autres, évidemment, on s'est réparti le travail de façon complètement naturelle, quoi. C'est-à-dire que Morgane et Jean-Marie, ce sont les plus techniques de la bande. Morgane encore plus que Jean-Marie. Morgane est un spécialiste de la base de données. Il a fait sa thèse là-dessus. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très très pointu sur le sujet. Qui est donc prof en école d'ingénieur à 30 ans, quoi. Donc c'est pas une bille de ce côté-là. Et Jean-Marie est aussi intéressé par l'informatique que par la pédagogie ou inversement. Ça fait très longtemps qu'il s'intéresse à la pédagogie universitaire. Donc, mais c'est lui qui a monté le site. Hein. C'est Jean-Marie qui a pris en charge le site. Morgane, lui, a créé des agrégateurs de manière à aspirer, entre guillemets, toutes les productions du MOOC en un point, enfin des participants du MOOC en un point unique. Anne-Céline et moi, on était plus sur côté contenu. En fait, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Moi, j'ai été beaucoup sur l'ajout de ressources au départ, parce qu'avec évidemment l'habitude prise avec TOT, j'avais beaucoup d'idées de ressources en tête. Enfin, j'ai pas eu de mal à les retrouver. Je savais où elles étaient, etc. C'est là d'ailleurs que je me suis rendu compte que c'était
un atout, une qualité. Enfin, c'est vrai que j'avais pas complètement pris conscience avant ça de la masse de choses dont je savais où elles étaient sur Internet. Et c'est pas complètement innocent vu le thème du MOOC après, quoi. Et, et puis Anne-Céline, elle a aussi beaucoup travaillé sur le site, sur l'organisation, l'arborescence du site. C'est elle qui a mis de l'ordre là-dedans. Et puis mis les premiers contenus en ligne. Et puis moi, après, je suis passée derrière. Mais globalement, Anne-Céline et moi, on était sur les contenus et Morgane et Jean-Marie sur l'arrière, enfin sur la technique. Sachant que c'était aussi Jean-Marie qui gérait les inscriptions, puisqu'il avait tous les droits administrateurs sur le site. Et donc, tous les matins, il validait les inscriptions à la main parce qu'il ne voulait pas automatiser ça pour éviter les spams, évidemment. Ah, évidemment. Parce qu'il y en avait tous les jours des spams et donc pas avoir de robots qui viennent ensuite nous pourrir le site avec de la publicité bizarre et tout ça. On en a eu 2 fois ça, mais ça a été tout de suite maîtrisé parce que justement ça venait d'adresses identifiées, etc. Et donc c'était beaucoup plus facile à enlever. Donc voilà comment on s'est réparti les choses. D'accord. Alors, on va peut-être quitter la bande des 4 et puis on va poser le focus un petit peu plus sur toi parce qu'on a décidé de faire des interviews aussi de chaque animateur. C'est aussi pour avoir votre point de vue à vous tout seul. Les objectifs, les compétences. En l'occurrence, est-ce que tu avais un objectif personnel en début de MOOC? Oui, complètement. Je m'en suis d'ailleurs expliqué sur le MOOC vu dans les coulisses, là, le blog de back-office, je dirais, du MOOC. J'avais plusieurs objectifs. La première, c'est que, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que moi, je chroniquais les MOOC sur Todd depuis 1 an et demi à peu près, enfin depuis qu'on a commencé à en parler, parce qu'on a une veille sur le monde anglo-saxon du e-learning qui est assez soutenue. Donc, on a vu ça arriver. J'avais suivi moi-même un MOOC chez Downes et toute la bande là, Siemens, Cormier, etc. que j'avais trouvé extrêmement intéressant. Comme, parce que j'ai retrouvé un peu ce que vous vivez là actuellement, c'est-à-dire vraiment ce principe de collectif qui soutient l'apprentissage individuel, les entreprises communes, rencontrer des gens super, enfin voilà, tout ça j'avais dit mais c'est vraiment puissant comme modèle, ça vaut le coup d'être essayé. Et puis, donc, il me manquait le fait d'en faire. Hein, j'en parlais, je l'avais suivi en tant qu'apprenante, mais j'en avais pas fait. Donc, j'avais envie de ça. En plus, moi, je fais du e-learning dans ma vie professionnelle. Je suis donc rédactrice en chef de Todd, mais pas seulement. Je suis également formatrice en présence et à distance. Et ce qui m'a toujours un petit peu gênée dans le e-learning, c'est la petitesse des groupes. On est sur des groupes de 15, 20, 30 personnes et il me semble pas que ça suffise pour, comment dirais-je, il y a un gros décalage entre ce qu'on dit du e-learning, amener la connaissance à la portée de tous et patati et patata, enfin tout ce discours un peu évangélisateur là, comme disent les Américains, sur les bienfaits de la formation à distance et tout ça, et des groupes aussi étroits qui finalement reproduisent le modèle d'une classe en système fermé, donc quelques dizaines de participants, extrêmement suivis, pour pas dire tracés. Il me semblait que là, on passait à côté d'une dimension fondamentale du numérique, qui est justement la masse. Et qu'on voit dans les principes de recommandation, de crowdsourcing, de crowdfunding. Enfin, cette dimension massive manquait terriblement, cruellement à l'apprentissage, y compris dans le supérieur, où pourtant on a l'habitude des amphis de 400 personnes, mais on n'était pas encore arrivé à faire des cours en ligne de 400 personnes. Et je me suis dit, là, le MOOC, c'est vraiment une belle opportunité. Bien entendu, ça change plein de fondamentaux de l'enseignement formel, mais au moins on a la masse. Donc c'est ça moi qui m'intéressait, c'était d'essayer un dispositif de cours massif avec beaucoup de monde, voir ce que ça donne, qu'est-ce que ça change dans l'animation, dans la posture du formateur,
dans la communication avec les apprenants, dans les interactions avec entre les apprenants, etc. C'est mon principal, mon principal objectif. Ok. Alors, est-ce que cet objectif que tu avais au départ, est-ce qu'ensuite il a évolué par la suite pendant ces 10 semaines? C'est-à-dire que cet objectif, il était assez élémentaire, hein. Je voulais faire un cours de maths, j'en ai fait un, point. Voilà. Donc, je l'ai atteint. J'ai fait un cours de maths. Enfin, on l'a fait à 4. Hein, Bien sûr. Donc, ça aussi, c'est intéressant, le ratio entre le nombre d'animateurs et le nombre de participants. Ça, c'était un grand enseignement. Jean-Marie en a parlé très tôt aussi dans le MOOC. On peut faire un MOOC dans son salon, comme il disait. C'est-à-dire que à partir du moment où, d'une part, on ne conçoit pas soi-même les ressources, qui est un point capital, mais on utilise les ressources qui sont disponibles en ligne, et que on n'est pas directif, c'est-à-dire qu'on fait confiance aux apprenants pour qu'ils s'organisent eux-mêmes. Du coup, on a besoin de beaucoup moins de ressources en support, en animation, etc. Et ça, c'est un choix, hein, c'est un choix qui doit être clairement annoncé, on en reparlera sans doute. Mais alors, je dirais que par rapport à mon objectif initial, c'était moins le quoi, parce que le quoi, voilà, il n'est pas si difficile de le mettre en place, à 4 personnes compétentes, voilà. C'était plutôt le comment. Et tout du long, on a évidemment, moi comme les autres, observé ce qu'on était en train de faire et ce qui se passait. Parce que c'était une première, on n'avait jamais fait ça. Et donc, avec l'idée présente dès le départ aussi d'en tirer des enseignements et de pouvoir formaliser quelque part une méthodologie pour mettre en place d'autres MOOC, pour nous, mais aussi pour ceux qui y ont participé et que ça intéresserait, et pour des gens qui étaient observateurs, qui se sont manifestés assez tôt, dès qu'on a émis publiquement l'intention de créer un MOOC. Voilà, créer une espèce de pattern, quoi, enfin de maquette facile à se réapproprier, à transformer, bref, à maîtriser. On maîtrise rien sans le transformer. Donc c'était bien ça l'objectif. C'est devenu l'objectif permanent. Hein, recueillir des enseignements, des leçons, des principes, en discuter, les tester, essayer des choses sur la plateforme, enfin, voilà, c'est devenu ça. Et puis, évidemment aussi, mais ça dépend directement de ce que je viens de dire, à peu près à la moitié, après 6 semaines environ, pour moi en tout cas, la préoccupation de la communication, de faire connaître ça, et non seulement pour le promouvoir, mais aussi pour pouvoir en discuter avec d'autres personnes qui sont impliquées dans l'ingénierie pédagogique, a été extrêmement présente pour moi. Et j'ai commencé à prendre des contacts avec des groupes extrêmement différents, souvent éloignés, qui n'avaient pas suivi du tout la construction de ce MOOC, essayer de sortir du groupe initial pour faire passer l'information et dire voilà, il y a ça. Et puis j'ai pensé à différents groupes qui pouvaient être intéressés pour des questions d'éparpillement des apprenants, de distance entre les apprenants, de gens qui sont très très impliqués dans une vie active, qui n'ont pas le temps de suivre un parcours académique serré, très contraignant. Voilà, donc moi ça a commencé de bonne heure. Je dirais que si je devais identifier un objectif personnel, ce serait peut-être celui-là. En tout cas, évidemment, on en a parlé entre nous, mais j'ai eu le sentiment que c'était plus une préoccupation pour moi que pour les autres, parce que les autres sont dans des dispositifs académiques, ce qui n'est pas mon cas. Et donc moi, très trivialement, il faut que j'aille chercher la suite moi-même. J'ai pas un environnement sécurisant dans lequel je peux me dire ok, dans 3 mois, dans 6 mois, j'aurai eu le temps d'en parler avec tout le monde, on va pouvoir faire des essais. Moi, je suis toute seule dans ma petite barque, hein, enfin, et donc voilà, il faut que j'aille persuader les gens un par un, quoi. Donc ça m'a préoccupée très tôt et ça continue.
c'est évident. Cet objectif-là, il est loin, loin, loin d'être atteint. C'est l'objectif des 6 prochains mois, je dirais. D'accord. Et d'après toi, quelles seraient les 3 compétences prérequises pour animer un MOOC? Des compétences qui seraient indispensables pour réussir à animer un MOOC? Alors là, d'emblée, comme ça, quand tu me poses la question, j'ai envie de me positionner contre autre chose. C'est-à-dire contre la posture de l'enseignant telle qu'on la connaît depuis un peu plus de 100 ans, 150 ans. Et une posture qui n'a guère changé depuis 150 ans, c'est plutôt ça. Mais il n'y a pas que du contre, il y a aussi des choses qui... il me semble que la première chose, avant tout, ça tient plus de la compétence transversale. C'est déjà avoir soi-même une bonne connaissance du web. Je parlais tout à l'heure du fait que j'ai réalisé en préparant ce MOOC à quel point j'avais une idée relativement claire et précise de la localisation des ressources pédagogiques nécessaires pour construire un environnement d'apprentissage. J'ai réalisé aussi qu'il y avait très peu de gens qui avaient ça. Je le dis pas comme ouais, c'est moi qui l'ai, machin, c'est pas ça. Mais à force d'être dans quelque chose, on oublie que c'est pas partagé par le plus grand nombre. Et pour le web, c'est ça. J'avais déjà remarqué et même réagi parfois assez vigoureusement contre la tendance à l'entre-soi, ce que j'appelle l'entre-soi sur le web et dans sa dimension pédagogique notamment. Mais c'est valable pour tous les métiers. Chaque métier a son jargon, chaque métier a ses réseaux, chaque métier a ses contacts. Il se trouve que moi, je travaille sur le web, on se connaît bien quand on est intéressé par le web pédagogique, même si on ne s'est jamais rencontré, on trouve toujours les mêmes noms autour de soi. Et moi, je résiste à la tentation d'aller de colloque en colloque pour retrouver toujours les mêmes petits copains, les mêmes petites copines, et puis se dire, oh, qu'est-ce que c'est bien ce qu'on fait, oh, mais qui sont bêtes les autres, ils comprennent rien, et machin. C'est un truc qui me satisfait pas du tout. Néanmoins, j'admets que cette connaissance du web, cette facilité à se repérer dans l'Internet, au moins francophone, on va peut-être même pas aller plus loin que ça, est une compétence acquise en plusieurs années de pratique intensive et que on avait, et là je parle en collectif, on avait sous-estimé l'importance de ça pour les participants. Et j'imagine très facilement que qui voudrait créer un MOOC et n'aurait pas d'aisance sur la toile, devrait passer des heures à chercher chaque référence, à vérifier si c'est un site crédible, si l'auteur a écrit autre chose, enfin bref, tout ce qu'on fait de manière presque automatique quand on est habitué, ce serait extrêmement long et pénible. Ça, c'est une première chose, ne serait-ce que pour la ressource. Après, avoir de l'aisance aussi avec des applications web. On a beaucoup parlé d'outils dans ce MOOC. On est peu intervenu dessus, nous, mais ne serait-ce que ouvrir un site web avec Drupal, moi je suis pas assez costaud pour le faire seul, d'où la nécessité de travailler un minimum en équipe, d'avoir une pluridisciplinarité de compétences dans l'équipe. Mais au moins quand les apprenants parlaient de Scoopit, de Perltris, de machin, de trucs, de cartes mentales, on savait tous les quatre très bien de quoi il s'agissait. Donc on pouvait être un petit peu en supervision des conversations et avoir un avis, ne serait-ce que pour nous-mêmes, sur ce qui se disait. Puisqu'il était question d'Internet dans ce MOOC et d'environnement personnel d'apprentissage en ligne, il fallait qu'on ait une relative connaissance du sujet. Ça, c'est déjà une chose. Après, j'ai vu aussi, parce que ce n'était pas le cas de tous mes collègues, enfin de mes 3 autres collègues, que le fait d'être très habitué à la communication en ligne avec des apprenants par le biais de la formation à distance, mais aussi d'une manière générale par l'utilisation, je dirais, personnelle
ou même pour TOT, hein, des outils de communication en ligne. Chez TOT, on fait tout à distance. Tout, absolument tout. Des réunions d'équipe à la facturation, en passant par l'édition, enfin. Et je crois que là, ça, pour moi, ça a été un avantage énorme. Et cette facilité à écrire en ligne. Je sais que Morgane est moins à l'aise que moi, il sait faire plein de choses, mais c'est un constat pour écrire. Enfin, c'est pas aussi spontané pour lui que pour moi. Il le fait quand il le faut et il le fait très bien, mais c'est pas, je dirais, c'est pas son mode d'expression favori. C'est le mien. L'écrit est mon mode d'expression, sinon favori, du moins celui que je maîtrise le mieux. Et donc, trouver le ton pour répondre, enfin participer à une conversation sur le forum d'Itipa, se glisser dans la conversation sans tout casser, sans bloquer tout le monde, etc. Ça, je sais faire. Et aller chercher la référence qui va bien et tout, je sais faire aussi. Après, une autre chose qui est importante, qui change là, et là pour le coup, je reviens par rapport à l'enseignant académique. Quelque chose qui est très important, c'est d'avoir une rigueur d'organisation personnelle extrêmement importante. Parce que là, il n'y a personne et rien. Il n'y avait pas de cadre. Donc, c'est nous qui faisons. Et si on a dit qu'on faisait telle chose à tel moment, personne ne va nous taper sur les doigts. On n'a pas de chef, on n'a pas de... Voilà, il n'y a personne. On doit le faire, donc il faut prendre les moyens de le faire. Et donc, voilà, encore une compétence transversale. Donc, la familiarité avec le web, la pratique de la communication en ligne, l'organisation personnelle, je dirais ce sont 3 compétences majeures qui font qu'on a pu s'en sortir, quoi. Ok. Eh ben, écoute, je crois que tu nous as bien répondu sur tout ça. Est-ce que parmi toutes les surprises qui sont arrivées pendant cette semaine, est-ce que tu aurais appris des choses que tu n'imaginais pas? Est-ce qu'il y a des choses qui te sont arrivées comme ça, que tu n'avais pas présupposées? Et si oui, sur quel thème? Alors, la principale, c'était justement, je l'évoquais tout à l'heure, que moi, comme les autres, j'avais totalement sous-estimé la dimension, comment dirais-je, autodirection de ces apprentissages. C'est-à-dire que moi, je voulais que ce MOOC soit le plus ouvert possible à toutes sortes de publics. J'imaginais, et ça, au départ, ça a été une négociation très courte, hein, mais malgré tout une négociation avec mes collègues. Eux, ils voulaient faire un MOOC pour les enseignants. Parce que c'est leur milieu, parce qu'il y a des besoins, parce que c'est un gros enjeu dans les universités partout dans le monde et que c'était intéressant que les enseignants se penchent sur la question. Ce qu'ils ont fait d'eux-mêmes. Hein, ils sont venus. On n'a pas dit c'est un MOOC pour les enseignants, mais ils sont venus. Donc, ils avaient parfaitement raison, mes collègues. Moi, je défendais une autre position parce que moi, je travaille dans la formation d'adultes avec des gens qui ont toutes sortes de niveaux sur plein de choses, des expériences extrêmement variées. Et puis, par l'intermédiaire de TOT, j'avais constaté que cette difficulté à organiser son espace de travail sur Internet était un sujet qui touchait tout le monde. Aussi bien les gens du bâtiment que les enseignants, que les mères au foyer, que les retraités, enfin tout le monde. Et ça m'intéressait beaucoup de faire du cours massif pour tout le monde. J'ai une dimension sociale assez présente dans ma pratique de formatrice et professionnelle en général. Je crois très très fort à la promotion sociale et à l'amélioration de sa vie par la formation et par le fait d'être capable de prendre en main sa formation sans attendre qu'on nous dise ce qu'il faut apprendre. Et c'est vraiment ça que je voulais faire. Et donc j'avais écrit une présentation du MOOC sur TOT allant dans ce sens en disant soyez en gros venez décontracter tous à un moment ou à un autre en tant qu'adulte on apprend et on enseigne. Hein, à un moment, on est apprenant. À un autre moment, c'est nous qui enseignons à d'autres. Sur le MOOC, on va travailler comme ça. Et puis finalement, ça n'a pas fonctionné.
ça n'a pas fonctionné. La typologie des professions et des occupations des participants n'a pas du tout correspondu à celle que j'imaginais. Alors, ce qui n'est absolument pas un problème en soi, ça n'a pas été un frein, bien au contraire, je pense même que ça a permis des choses qui auraient été moins faciles avant. Mais j'avais loupé, moi, mon objectif personnel et cette dimension, le web pour tous, hein, qui avait de l'importance à mon niveau. Et je me suis rendu compte que c'était parce que le fait de s'exprimer en ligne avec les outils numériques, d'une part, et d'autre part, le fait de décider de ce qu'on apprend et comment on l'apprend sans attendre que quelqu'un nous le dise, sont des choses qui sont finalement assez peu partagées. On dit toujours qu'en formation professionnelle, la formation va au formé. C'est son plus gros défaut. Depuis les lois sur la formation professionnelle qui datent des années 1975 avec Jacques Delors, on constate, ça fait maintenant donc plus de 35 ans, que ce sont toujours les plus formés qui demandent de la formation. Et d'une part, et c'est à eux qu'on en propose aussi le plus. Ok ? Parce que la formation ressemble à la formation qu'on a toujours connue. Et donc, c'est beaucoup plus simple d'aller vers les gens qui maîtrisent ça, qui sont à l'aise avec ça, et de leur proposer la même chose en termes de dispositif. Évidemment pas de contenu, mais en termes de dispositif, que de se poser la question et surtout de prendre la décision d'aller chercher ceux qui n'étaient pas à l'aise avec ces modèles de formation et donc de se creuser la tête pour savoir comment faire et à quel prix pour les intégrer dans la formation professionnelle. La formation professionnelle a quitté les usines. Elle est partie dans des centres, en ville, dans des bureaux. Hein. Dans les centres, il y a des classes avec un prof qui est devant avec un tableau et un vidéoprojecteur. Donc, on a reproduit quelque part le modèle canonique de l'école, le modèle scolaire. On l'a transporté dans la formation professionnelle et on a perdu l'aspect absolument pratique et concret qui est bien plus proche du travail, de la situation de travail. Et on sait qu'on apprend en travaillant. Le social learning, c'est, comme le disait Frédéric Domon, ça vient pas des ingénieurs et tout ça. Ça vient des employés, des ouvriers, des artisans qui se montrent comment faire. Et moi, je voulais retrouver ça dans le MOOC. Et ça, je l'ai pas retrouvé. Et là, il faut vraiment que je me creuse la tête pour savoir comment faire du MOOC populaire, quoi. Il y a de l'éducation populaire. Moi, je voudrais faire du MOOC populaire. Voilà, c'est le prochain défi. Ouais, c'est le prochain défi. Toujours partant. Alors, puisqu'on a parlé des thèmes là, est-ce que tu pourrais nous donner, selon toi, quels étaient les 2 thèmes les plus riches des séances que vous nous avez proposées? Quelles sont celles, voilà, les 2 qui retiendraient ton attention? C'est riche, ça dépend, parce qu'en termes de production apprenant, je vois bien. Après, les thèmes pour toi. Pour moi, les thèmes potentiellement les plus après, voilà, les choses sont un peu liées. On a en fait décomposé quelque chose en petits modules, quoi. Mais pour moi, tout ce qui était lié à l'apprentissage tout au long de la vie, c'est-à-dire diriger sa propre formation et social learning, était d'un intérêt capital pour tout ce que je viens de dire auparavant. Donc, ça fait 3 morceaux là, qui, à mon sens, étaient extrêmement reliés. Et qui est très important parce que ça devait être justement aussi, à mon sens, des moments de mobilisation et d'affirmation de choses chez les participants. Peut-être de prise de conscience, mais aussi d'affirmation. Je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux apprendre et je sais comment le faire. Voilà, c'était un peu ça. Après, j'ai vu aussi que le thème de la veille avait été extrêmement productif. On s'en doutait. Hein. On n'a pas mis ça par hasard. On l'a étalé sur 2 semaines. C'était vraiment très très volontaire. C'est quelque chose qui pose encore énormément de questions.
Et c'était bien de passer du temps dessus. Ça a même débordé du planning, enfin du temps imparti à cette question-là. Mais c'est quelque chose d'énorme et qui correspond à l'énormité de ce qu'est devenu j'allais dire le monstre, mais oui, le web, ce monstre qui ne cesse de grossir encore et qu'on ne sait plus par quel bout prendre, avec les outils qu'on essaye pour essayer d'être plus à l'aise, mais on se laisse aussi déborder par les outils. Enfin, c'est une thématique considérable, oui. Donc la veille et tout ce qui est maîtrise de son propre apprentissage. Ok. Et puis, bah, celui qui t'a semblé le moins riche. Le moins riche, où on était un peu sec ou tout ça, ben, Donc, aurait le moins bien fonctionné. oui. Pourrait le moins bien fonctionner. Je crois que je vais me remettre sur le site, ne serait-ce que pour avoir la liste des thèmes devant les yeux. Attends, je peux te les citer, je crois. Non, donc, il y a eu avec la première carte d'analyse sous les yeux, là, ça va très bien. La construction de l'EAP, Alors, diriger oui. soi-même sa formation, recherche et veille documentaire, l'apprentissage social, les communautés et la coopération, on va les mettre ensemble, c'est la même semaine, Oui. et les réseaux sociaux. Ouais. Alors, oui, les réseaux sociaux, j'ai été étonnée. Je pensais que ça allait être un thème bouillonnant, jaillissant. On entend tellement de choses sur les réseaux sociaux, enfin, que c'est nul, que c'est génial, enfin, tout est son contraire. Enfin, Et puis non, ça a pas tellement pris et j'ai été surprise. J'ai été surprise du relatif peu d'intérêt pour les réseaux sociaux. Je pensais au contraire que ça allait générer beaucoup de débats. Et il y avait un avis plutôt négatif en général chez les participants. En tout cas, un avis exprimé plutôt négatif. Et puis, non, il n'y a pas eu de grande mobilisation autour de ça. Et ceci alors même qu'il y avait un groupe Facebook de participants au MOOC. Enfin, tu vois, je m'attendais à ce qu'à ce moment-là, ils se mettent en valeur fort légitimement en disant on a utilisé l'outil public le plus célèbre et à la fois est le plus décrié, etc., etc. Et on y est bien, et voilà pourquoi, etc. Et il n'y a pas eu ça. Et j'ai été étonnée. Voilà. Ok, ben merci. Maintenant, on va passer à un autre thème, donc les participants et leurs compétences. Donc, au départ, tu l'as un peu dit pour toi, mais qu'est-ce qui te semblait que les participants devaient avoir comme prérequis pour suivre au mieux ce MOOC? Oui, alors la question des prérequis nous a beaucoup occupés. On avait l'intention affichée de mettre les prérequis les plus bas possibles en termes techniques. Et même là, on s'est rendu compte qu'on avait été trop ambitieux. Je me souviens, on a eu une discussion. J'étais en train de rédiger l'article de présentation du MOOC pour le mettre sur TOT et j'avais mis en prérequis que vous ayez déjà publié sur le web. Et Jean-Marie m'a dit oh, bah, si tu mets ça, attends, il y a les 3/4 des lecteurs qui vont se dire c'est pas pour moi. Donc faut pas le mettre. J'ai dit d'accord, on le met pas. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était un prérequis énorme, pas du tout en termes de compétences techniques, parce que publier, on entend aussi bien déposer des commentaires sur un blog que participer à un forum, que créer soi-même son blog. On n'est pas obligé d'avoir monté soi-même un espace de publication, mais pour ce que ça sous-entend derrière, quoi. Et c'est toute cette dimension qui est d'ailleurs extrêmement intéressante, qui est pourquoi j'irais m'exprimer? Qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Je ne sais pas quoi dire, c'est pas intéressant ce que je fais. J'ai envie de dire ça sur son billet, mais il y a déjà quelqu'un qui l'a dit, 2 commentaires plus haut, alors j'y vais pas. Voilà, j'ai que des choses à demander, j'ai rien à proposer. Enfin, tout ce côté, c'est pas ma place de publier sur le web, qui avait été là manifestement sous-estimé.
Et il n'y avait pas chez les participants, donc comment dirais-je, de valorisation systématique du fait de publier en ligne. C'est vrai qu'on y voit beaucoup de conneries en ligne. Alors, pas en rajouter en plus à tout ce merdier là, ça j'ai vu que c'était quelque chose d'assez présent chez les participants et je comprends parfaitement. Moi, ça m'arrive souvent aussi de dire oh bah tiens, je pourrais bien publier un truc là-dessus. Moi dont c'est le boulot de publier, je me dis mais non, c'est pas la peine, c'est pas assez intéressant de toute façon. Puis souvent, je me dis aussi en lisant des choses, je me dis mais bon sang, mais ils sont gonflés, mais ils ont usé du temps et de la bande passante pour publier ça, mais qu'est-ce que c'est nul, mais enfin. Et voilà, cette espèce de truc, sous prétexte que c'est facile techniquement, je le fais, m'irrite beaucoup. Et voilà, il y a eu quelque chose de compliqué là-dessus au moment de la définition des prérequis. Après, l'autre prérequis, c'était donc le prérequis technique en disant bah, l'ouverture d'un blog sous WordPress ou Blogger et l'ouverture, enfin l'activation d'un fil RSS, c'est tout ce qu'on va mettre, c'est vraiment très bas. Eh ben, c'était pas si bas que ça du tout. Ça, on a été surpris. On a vu que ça posait de problème à des tas de gens. Et on a fermé les blogs du site Mookitipa parce qu'on n'avait pas du tout anticipé sur la difficulté que certains auraient à ouvrir et à maintenir leur blog à l'extérieur. Donc voilà, on avait posé ce prérequis-là, mais il était trop haut. Et donc, il me semble, enfin une grande leçon de ça, c'est qu'il faut laisser des espaces intérieurs d'expression. Et c'est pour ça que moi, je défendais bec et ongle le forum et que j'y participais beaucoup. Parce que j'avais compris que des gens n'osaient pas s'exprimer ailleurs pour des tas de raisons. Et qu'un billet de blog, commenter un billet de blog, c'est forcément dire à la personne qui l'a écrit, ouais, c'est bien, bravo, machin, même quand on dit le contraire. C'est-à-dire, c'est valoriser la publication de l'autre et non pas sa propre parole. Et que si on voulait de la vraie conversation authentique, il fallait qu'il y ait un forum actif. Que le blog, ça remplace absolument pas. Le blog, on parle seul au monde entier, quoi. Hein, c'est toute l'enflure d'Internet qui est là, si on n'y fait pas attention. Alors qu'un forum, c'est beaucoup plus quotidien, modeste dans l'esprit. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir la super idée géniale avant de poster. Et moi, c'était ça qui m'intéresse. C'était le murmure bien plus que la parole vociférée, quoi. Hein, les petites interrogations des gens, le fait qu'ils aient envie de dire quand ça va pas, enfin tout ça, plutôt que ouais, ça y est, j'ai compris tel truc et tout. Ouais, d'accord, t'as compris ça. Il y en a 300 000 qui ont compris avant toi, alors parle un peu moins fort s'il te plaît, tu vois. Enfin, voilà, moi je suis pas du tout, voilà, enfin et ça a été une grande leçon. Et puis la troisième chose, là aussi, je savais que ce serait dur, mais ça, on n'a pas encore assez abaissé la marche, c'était autodiriger ses apprentissages. On ne l'a pas exprimé comme tel, on est parti du principe que ne viendraient sur le MOOC que des gens qui avaient envie d'apprendre, enfin pas seul, parce qu'on n'apprend pas seul, mais justement pour qui l'apport de la communauté serait suffisant, pour persister, pour apprendre, pour structurer, pour tout ça. Et ça n'a pas été le cas. J'en parlais déjà la semaine dernière. Il y avait beaucoup de gens au début de ce MOOC qui ont été très désorientés par le fait qu'il n'y avait pas de système directif mis en place. Parce que MOOC, formation à distance, tout ça, c'est un peu pareil, quoi. Et l'objet est tellement nouveau que c'est pas étonnant. Rétrospectivement, je me dis c'est normal. Hein, qu'il y ait eu plein de gens comme ça qui étaient surpris. On n'avait jamais vu en français. Il y a combien de francophones qui ont fait des MOOC? Ça se comptait sur les doigts des deux mains, quoi. Enfin, maintenant, c'est un petit peu différent, il y en a un peu plus, mais voilà, c'était un objet nouveau et c'est normal quelque part et je regrette pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu que ça leur convenait pas, mais maintenant, au moins, ils savent ce que c'est. Et c'est déjà un pas qui est fait. Et puis, il faut trouver des MOOC plus inclusifs aussi. Hein, il va falloir trouver des choses. D'accord. Et sinon, au niveau des participants, quelles compétences penses-tu qu'ils ont améliorées pendant ces 10 semaines?
Ben, c'est impossible de parler de manière globale hein, parce qu'il y a eu tellement de parcours différents. C'est vraiment les petites rivières, quoi. Hein, c'est pas le grand fleuve, voilà. Et pour cause, puisqu'on n'a pas, à aucun moment, on a voulu dire à la fin de la formation, les participants seront capables de. Hein, on a supprimé ça et donc chacun est allé là où il avait envie. Ce que j'ai remarqué, parce que j'ai lu un grand nombre de billets et d'écrits de participants, c'est que beaucoup comment dirais-je, m'ont donné l'impression d'avoir plus de prise maintenant sur leur environnement d'apprentissage et sur le web qu'avant. Être capable de dire non, ça c'est pas la peine, je n'y vais pas. La veille permanente comme ça, comme un réflexe un peu compulsif, c'est fini. Je choisis. Hein, et je sais où je vais pour trouver ce que je veux. Je sais qui suivre. Donc là, c'est objectif atteint en termes d'environnement personnel d'apprentissage. Ce que j'ai vu aussi, c'est que des gens avaient gagné en autonomie d'apprentissage, ne se sentant plus coupables de ne pas être dans le rythme proposé et non pas imposé par le dispositif. On a eu beaucoup de billets comme ça au début. Ah, j'ai loupé 2 semaines, faut que je raccroche, ça va être dur, il y a beaucoup, machin. Et puis, les mêmes, un petit peu plus tard, disent, et puis finalement, je m'en fous. Et ça, je trouve que c'est très, 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 très bien, quoi. On a déjà tellement de choses obligatoires dans la vie que si, quand on décide par soi-même d'apprendre quelque chose, on se pose encore des contraintes supplémentaires qui, si on ne les suit pas, ça n'aura aucune incidence. C'est ça que je veux dire. Tu vois, on va pas s'emmerder sur des choses qui, si on ne les fait pas, feront qu'on va se sentir mieux parce qu'on les a pas faites. Eh ben, tant mieux, ne les faisons pas. Et oser dire ça, c'est absolument pas banal quand on parle d'apprentissage. Tellement l'apprentissage est vécu comme une contrainte. Non pas comme une discipline, mais comme une contrainte. La discipline, c'est soi. La contrainte, ça vient de l'extérieur. Qu'on ait de la discipline, très bien. Qu'on supporte une contrainte, jamais. Pas dans un MOOC. Bah bien. On te retrouve là, entière. Yes. On va passer au bilan maintenant. Est-ce que pendant ce MOOC, il y a eu des imprévus, des choses surprenantes ou... Ça nous a demandé beaucoup plus de boulot que ce qu'on imaginait. Oui, c'était plus lourd en termes de charge. Ça, c'est important pour les prochains, hein, pour ceux qui vont en faire. On s'était fixé à peu près la même chose que ce que j'avais dit pour les participants. On se disait qu'avec 3 à 5 heures par semaine, on s'en sortirait. Quelle rigolade. Parce que là, je crois qu'on a été victime, en tout cas, moi, j'ai été victime de mon habitude de la formation à distance, où on prépare beaucoup, longtemps, parce qu'il faut que tout soit calé, après, on ne peut plus rattraper. Hein. Quand c'est parti, quoi. Et donc, après, une fois que la formation est commencée, on passe le rôle au tuteur, c'est lui qui... Ou alors, quand on est tuteur, on n'a pas préparé, enfin bref. Là, on concentrait tous les rôles sur nous, et donc, du coup, mécaniquement, ça augmentait la charge. Alors, on l'a vécu différemment, mais moi, j'étais beaucoup dans l'animation au quotidien sur le forum, et puis j'avais la gestion des intervenants. Et puis, aussi, quelque chose que je considérais vraiment au même niveau d'importance, c'était le côté méta, quoi. La réflexion sur ce qu'on était en train de faire. Donc, on a des tas de notes, de documents, de machins. On a engagé des tas de conversations avec des gens qui voulaient en savoir plus et tout ça. Mais ça fait partie du boulot. C'est pas quelque chose en plus. Voilà, on assume. On est dans un dispositif expérimental. Donc, on porte cette expérience de différentes façons. Donc, plus de travail. Après, sur les participants, bon, j'ai déjà développé longuement. Je vais pas y revenir. Mais j'ai quand même été surprise du fait que beaucoup de gens touchant de près ou de loin à la formation se soient si peu manifestés. Se sont présentés, ont dit ce qu'ils faisaient, etc. Après, je ne fais absolument aucune
enfin, je ne présume absolument pas de ce qu'ils ont tiré ou pas tiré de ce MOOC. Peut-être ils ont arrêté, peut-être ils ont continué sans rien dire, peut-être ils font partie des gens qui estiment qu'on n'a pas à bavarder tout le temps. Enfin, voilà. Mais je pensais qu'il y aurait un débat. Je pensais qu'il y aurait un débat. Quelqu'un comme Bruno Parmentier, par exemple, qui est enseignant à Lille, comme Rémi Bachelet, qui est enseignant à Lille, était prêt salut Mathieu, à tenir ce débat, et ils l'ont tenu, mais en petit comité. Et je pensais qu'il y aurait plus de monde autour de ça, parce que c'est un enjeu crucial en ce moment. Hein, les Américains sont parfaitement organisés, très en avance. Les Britanniques se sont organisés. Il y a 16 universités qui se sont mises ensemble, fédérées, sous la houlette de l'Open University, pour proposer à partir de janvier 2013 une énorme offre de MOOC gratuit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Avec tous ces gens qui venaient des universités, je me dis, voilà, ça va, tu vois, ça va pulser comme ça. Et en fait, ils pulsent chacun dans leur coin. Maintenant, ils nous demandent de venir à leur séminaire pour qu'on leur présente les bilans, les machins et les trucs. On va aller en partie, en tout cas, mais je regrette profondément qu'ils n'aient pas pris part eux-mêmes à l'expérience. Je trouve que c'est tellement différent quand on participe que quand on écoute quelqu'un, qu'on est là, alors c'était comment le MOOC d'après vous, machin. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même chose. Et certains, les Rémi, Bruno et tout ça, ils ont une longueur d'avance par rapport aux autres maintenant. C'est-à-dire que eux, vraiment, ils savent de quoi ils parlent. Et ça, je trouve que vraiment, bravo, 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 je les applaudis des mains et des pieds, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, ils peuvent se faire une idée. Et dommage que beaucoup d'autres ne soient pas allés jusque-là. Donc ça, c'était une surprise. Après, en termes c'est pas de la surprise, mais disons que c'était de l'espoir, mais on ne pouvait pas trop présumer de ça. Les communautés de travail, les communautés d'apprentissage, de production et tout ça ont bien pris sur un nombre restreint de personnes dont vous faites partie, mais elles ont pris. Et puis finalement, restreint, c'est pas si restreint que ça. Quand je vois après les messages, etc., je vois qu'il y a des gens qui sont là pour ajouter un petit truc, d'autres beaucoup. Il y a des gens qui sont plus animateurs, d'autres qui sont plus finisseurs, d'autres qui vont consolider, enfin d'autres qui vont apporter une petite piste, voilà. Et je me dis, chouette, ça a marché. C'est évidemment ce dont on rêvait. Hein, vous êtes des gens qui prenaient en charge votre apprentissage dans le groupe, vous savez le faire, et ça c'est très 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 satisfaisant, quoi. Très très satisfaisant. Donc c'est pas la surprise, c'est de l'espoir satisfait, voilà, c'est plus comme ça. De l'espérance satisfaite. Pour le reste, non, pas vraiment de surprise, tant mieux, tant mieux. Enfin, je veux dire, ça montre que ce qu'on avait préparé, programmé, anticipé a plutôt bien fonctionné. Pour toi, ce seraient les points forts positifs, tout ça, en fait. Ça c'est les points forts positifs, oui. Le fait qu'il y ait des communautés d'apprentissage, oui, incontestablement. Le fait qu'il n'y ait pas eu de grands crashs, de grandes surprises qui nous aient obligés à, je sais pas, à remonter un site dans la nuit ou des trucs comme ça, parce que ça arrive, hein. C'est aussi très très positif, c'est-à-dire que c'était dimensionné à tous les niveaux de manière raisonnable, de manière réaliste. Donc ça, c'est important aussi. Ce qui est très très positif à mon niveau, c'est la communication, le travail facile dans le groupe des 4 là. Il n'y a pas eu de tension, il n'y a pas eu d'engueulade, il n'y a pas eu de... Tout le monde était vraiment mu par l'efficacité, quoi. On avait envie que ça avance, on savait ce qu'on avait à faire. Et même les jours où on n'en pouvait plus et qu'on avait l'impression qu'on n'avait pas dormi depuis la veille, qu'on avait passé la journée devant ce site, eh bien, on fermait notre gueule et on avançait, quoi. Et ça, c'était super. Ça, c'était super parce qu'on pouvait vraiment s'appuyer les uns sur les autres, quoi. Tu vois, c'est se dire, ouais, j'y vais parce que eux, ils y vont et donc voilà, on a tous envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Ça, c'était formidable, cette ambiance de travail. Et les freins qu'il y aurait pu avoir, par contre, en regard des points positifs. Donc, des freins.
Disons qu'au départ, on a pris une position radicale de manière à supprimer le frein majeur qui pouvait se produire, c'est-à-dire l'absence d'adhésion institutionnelle. On a décidé de le faire à titre personnel. Certes, mes camarades travaillaient quelque part sur leur temps de travail à l'école pour laquelle ils sont salariés tous, mais personne ne leur avait demandé de faire ça. C'était pas une commande, c'était pas programmé, il n'y avait rien de tout ça. Ils ont décidé de le faire. Que l'école adhère ou pas, ils l'auraient fait quand même. Les écoles ont adhéré, c'est super. Mais une fois que c'était fait, on leur a pas donné du temps pour faire ça, etc. Et moi non plus. Et on s'est dit, si on attend d'avoir un partenariat formel avec un établissement, notre MOOC, on le fait en 2015. Quoi. Ouais. Donc, comme on veut le faire le mois prochain, il faut qu'on se passe de ça. Enfin, on veut l'ouvrir à la rentrée 2012. Là, il faut qu'on se passe de ça. Donc ça, je dirais, on a supprimé le plus gros obstacle. Il suffit de lire, d'écouter les gens qui veulent travailler avec les technologies dans l'enseignement. Toujours, vous allez trouver le même obstacle. La direction ne suit pas, le système n'est pas fait pour ça. Comment est-ce qu'on rémunère mes heures, etc. Comment est-ce que j'intègre ça au programme? Mes groupes sont trop nombreux, il me faudrait des groupes plus petits. Bref, c'est le système qui bloque, c'est le modèle qui bloque. Quand on décide de le faire à l'extérieur, du coup, eh ben, ça bloque plus. Et d'ailleurs, j'ajouterais que le premier MOOC créé par le mec qui venait de Stanford, là, eh ben, il l'a créé à l'extérieur de Stanford, sans rien dire à Stanford. D'ailleurs, il s'est fait virer. Et puis, quand ils ont vu à Stanford le succès que ça avait, ils l'ont réintégré. Et puis, il a dit, ah ben non, c'est désolé, moi, j'ai ouvert ma boîte, ça s'appelle Coursera, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est ça. Je veux dire, il n'y a pas de mystère. Hein? On supprime l'obstacle institutionnel, on supprime l'obstacle majeur. Maintenant, le fait de pas l'avoir fait au départ, on le paye maintenant. Hein? C'est-à-dire que maintenant, il va falloir aller chercher les accords avec les dents. Hein? Ça, c'est clair. Ceci dit, on a vu tellement de projets très institutionnels qui tombaient à l'eau après parce que plus personne ne s'y intéresse. Enfin, il y a une espèce de désinvolture par rapport aux sommes qui ont été mises. Il n'y a qu'à voir les projets européens qui sont financés à coups de centaines de milliers d'euros. Ça implique 4 pays. On fait un site merveilleux. 2 mois après la fin, plus personne n'en parle. Et ça, je dirais, le fait que ce soit notre bébé, quelque part, on a envie que ça dure un petit peu plus que 2 mois. Après, d'autres freins, on était limité évidemment en termes de ressources, on n'avait que les nôtres. Hein, on ne pouvait pas se déplacer sans payer. Enfin, voilà, on ne pouvait pas faire d'amélioration sur le site autant qu'on l'aurait pu, des choses comme ça. Mais il y a pas, c'était des limitations plus que des freins, des limitations dues à ce côté très do it yourself là. Ouais, ben ça rentre un peu dans la question qu'on te posait juste après, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait des sujets d'amélioration? Ah oui, nettement. À tous les niveaux. Au niveau technique, c'est clair, avec un site plus performant, qui supporte mieux la charge, parce qu'il était vachement lent. Avec peut-être, et puis moi je vois aussi au niveau pédagogique, à proprement parler, en termes d'accompagnement, ça c'est clair que s'il y avait quelques tuteurs, si je puis employer le même terme que dans le e-learning, pour accompagner les gens qui sont proches de l'abandon. Hein, voilà, essayer de relancer des choses avec eux, leur montrer 2 ou 3 trucs, leur donner des nouvelles quelques jours après, savoir comment ça va, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, etc. Ça aiderait beaucoup, je pense. Si on a aussi utilisé que des outils gratuits, hein, parce que voilà, on n'avait pas un rond. Et ça nous aurait bien aidé quand même d'avoir une plateforme de visio autre que l'outil gratuit Google, qui est super sympa, mais enfin dont on a vu tout de suite les limites. On voulait du participatif dans le gratuit, c'est pas possible. Enfin, en grand groupe. Il faut avoir une plateforme de visio.
pour que chacun puisse déposer ses questions en direct, etc. Donc ça, c'était un gros regret au niveau technique. Maintenant, on savait aussi qu'on était limité en termes de moyens, point. On a commencé comme ça, on a bricolé. On a appris aussi beaucoup à ce niveau-là, à se tenir à l'image, enfin, on a acquis des compétences. Donc on ferait ça, oui. Et puis, mieux travailler l'entrée. Moi, je pense ce serait intéressant en début de MOOC de faire exprimer des projets par les participants. Je pense que l'effet nouveauté va se passer assez rapidement et qu'on va arriver à des volumes de participants plus gérables. Je vois sur la Peer-to-Peer University les cours les plus massivement suivis regroupent 400 personnes à peu près. 400 personnes, on s'en sort. Tu penses que 1300, là, c'était trop? C'est pas que c'était trop, mais c'est que inévitablement, dans ce groupe de 1300, il y avait beaucoup de curieux, de gens qui venaient parce que c'était la première fois. Et ça, on le savait, donc on ne s'est pas non plus énervé sur le fait de ramener tout le monde, parce que on sait que quand quelque chose se passe pour la première fois, il y a beaucoup de gens qui viennent voir. Et il faut que ça décante, hein, qu'il y ait 2, 3, 4 expériences comme ça, pour arriver après à un nombre de personnes qui sont réellement, qui ont un, comment dirais-je, un projet, quoi, qui anticipent X semaines d'engagement, etc., parce qu'elles ont un objectif très clair et tout ça. Donc là, c'était pas le cas, mais c'est normal. C'est complètement normal. Et les prochains, on les fera sur des thématiques moins larges. Hein, ce sera des cours, des MOOC, je sais pas, d'apprentissage de langue, d'apprentissage d'une technique, voilà, sur un sujet beaucoup plus étroit, de manière à envoyer un signal aussi là-dessus, hein, en disant voilà, on vient pour apprendre ça. On est, je sais pas, si on fait un MOOC d'espagnol, si quelqu'un fait un MOOC d'espagnol, c'est un peu dans les tuyaux. Vous êtes au niveau, je sais pas quoi, A2, B1, A2, mettons, ben, on va aller au niveau B1 en 10 semaines, voilà. Hein, et on se fixe comme ça quelque chose, et puis on évaluera. On fera des évaluations, ça c'est clair. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout voulu toucher pour cette première expérience, parce que c'est extrêmement compliqué. Et puis, il n'y avait pas les ressources. Il n'y avait pas les ressources pour faire quelque chose qui nous satisfasse. On voulait absolument pas faire des quiz et des machins comme ça. C'est pas l'esprit du MOOC, quoi. En revanche, évaluer en mesurant la part de contribution au savoir collectif, ça me semble très intéressant. Entraide, comment c'était, il dit, participation au savoir communautaire, entraide, et puis je sais plus quoi encore, enfin. Mais voilà, des choses qui iraient, en tout cas pour les 6 MOOC, hein, c'est-à-dire qui sont aussi utiles pour se mesurer, enfin pour mesurer, je veux dire l'emprise, pas l'emprise, développer son identité numérique dans le sens positif du terme, pas pour se vendre, mais comme contributeur à. Voilà, il me semble que le CMOOC, c'est ça. Alors que le XMOOC, c'est vraiment un objectif d'apprentissage, j'emmagasine des connaissances, etc. On peut aussi rendre du bien commun, hein, mais c'est quand même, c'est pas la même chose. Ça se fait pas de la même façon. Et sur la piste de l'amélioration, vous avez des nouvelles de l'équipe de recherche? Ben alors ça a été, alors là, je vais parler qu'en mon nom personnel. Moi, j'ai été très curieuse un petit peu surprise, je dirais. Au départ, on avait, évidemment, comme mes collègues sont universitaires, pour eux, c'est un souhait complètement naturel et absolument légitime de connecter cette expérience avec le milieu de la recherche, en sciences de l'éducation, en pédagogie, en tout ce qu'on veut. Très bien. Donc, au départ, avant l'été, on avait lancé une espèce d'appel à collaboration pour que des enseignants-chercheurs intéressés nous rejoignent s'ils le souhaitaient. Et on avait une liste d'ailleurs de membres comme ça d'un groupe recherche. Et puis il y avait 2 personnes
une chercheuse française et un chercheur canadien qui s'étaient positionnés comme vraiment les chercheurs qui allaient suivre l'expérimentation MOOC de très près, etc. Et puis, assez vite, il y a eu un malentendu entre nous. C'est-à-dire que, pour moi en tout cas, je ne parle pas au nom des autres, je veux pas du tout les impliquer dans ce que je dis. Il me semblait que si on participait à la conception du MOOC et si on en tirait des bénéfices en termes de réflexion, de recherche, d'ingénierie pédagogique, ben, on y participait vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'on animait des séances, on apportait du contenu, voilà. Et puis, c'est pas ce qui s'est produit. Et moi, je me suis dit, mince, c'est quand même un peu dommage parce que là, on est sur deux modèles de travail très, très différents. Nous, on est dans le apprendre en faisant. Et puis, en face de nous, il y a des gens qui sont dans apprendre à partir de ce que les autres ont fait, quoi. Alors, je trouvais que c'était pas tellement cohérent avec ce que défend le MOOC, qui est justement de s'impliquer. Hein, voilà. Et par ailleurs, ces deux personnes, alors je parle déjà de celle-là, puis après je parlerai des autres, parce qu'il y a aussi beaucoup à dire, ont eu des obligations diverses. Vous avez vu passer un questionnaire, et puis après plus rien, parce que il y a Madame Gézégou a défendu son HDR, là, habilitation à diriger la recherche, qui est un boulot absolument énorme. Ça se trouvait au même moment. Donc, évidemment, mener les deux, c'était juste pas possible. Et puis, Monsieur Bouchard, lui, a pris une année sabbatique qui était prévue de longue date aussi. Et évidemment, il n'allait pas commencer une année sabbatique en se tapant du dépouillement de questionnaires et des machins comme ça, enfin, pendant des mois, parce que alors, sa pauvre année sabbatique, elle était bouffée, quoi. Donc, voilà, c'est des choses qui sont... C'est comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, mais... Donc là, on est loin d'avoir, je dirais, tiré le meilleur profit possible sans doute de la recherche. Et puis, tous ceux qui avaient dit oui, ça m'intéresse, je vais suivre, etc., ceux-là, plus de son, plus d'image. Et il ne s'est rien passé. Alors, bon, je dirais, à un niveau strictement personnel, je ne considère pas ça comme un manque qui va me handicaper beaucoup. Je ne suis pas du tout dans les milieux de la recherche et tout, donc... Voilà, c'est pas là que ça pourrait me faire défaut. En revanche, mes collègues, je sais pas, hein, peut-être que si, hein, parce que eux, c'est quand même important, quoi. Et au départ, on avait vraiment prévu ça, hein, qu'il y ait une articulation importante avec les milieux de la recherche universitaire. Et bon, ça c'est pas vraiment produit, quoi. Pas encore. Peut-être qu'il va en sortir des choses, peut-être. Hein. Ça viendra. Ben justement, puisqu'on parle des milieux universitaires, et on arrive à la fin de notre questionnaire, Christine, je te remercie parce qu'on a un peu débordé. Quel est le retour justement des institutions et des universités sur ce type d'apprentissage? D'abord, est-ce que vous en avez déjà? Et est-ce qu'il y a un retour? Enfin, voilà. Quel est le retour? Il n'y a pas encore beaucoup de retours. Je dirais que beaucoup de gens en parlent, mais pas spécialement à cause d'ITIPA, mais surtout beaucoup plus à cause comment dirais-je, de la campagne tonitruante que font les Américains sur leur MOOC. Et c'est vrai que les chiffres forcent l'admiration, hein, et qu'ils risquent d'avoir une emprise sur la distribution de cours au niveau mondial. Une emprise absolument décisive, quoi. C'est très clair. Juste pour donner un élément, edX, donc, est la plateforme de cours montée par le Massachusetts Institute of Technology, le MIT, non seulement a ouvert cette plateforme de cours, mais a en projet de faire traduire ses cours dans 28 langues. D'accord? Donc, pour le moment, il y a l'obstacle de l'anglais pour une bonne partie du monde. Et encore, déjà les Indiens, ils parlent anglais, ça fait 1 milliard de personnes, vous voyez ce que je veux dire. Mais traduit dans 28 langues, y compris en chinois, là, on change d'échelle. D'accord? Et dans ces 28 langues, il y a le français. OK? Donc, si les francophones n'ont pas à proposer une offre
qui reflètent leur manière d'appréhender les savoirs, les connaissances, etc., eh ben, on va tous être soumis au modèle de construction des connaissances anglo-saxon. C'est très clair. Donc, à mon sens, l'année 2013 va être absolument décisive. Les Britanniques, eux, ont déjà réagi en termes institutionnels. Hein, je le disais tout à l'heure, 16 universités sous l'égide de l'Open University, l'université en ligne britannique de niveau vraiment international, enfin absolument remarquable, vont proposer des cours gratuits qui ne sont pas les cours américains, ce qui montre bien que ce n'est pas seulement la langue qui joue. Hein, les Anglais ont envie de promouvoir leur offre de cours universitaires. C'est pas, ils ne se disent pas on parle anglais alors on fait comme les Américains. Non, ils vont aussi faire leur truc de leur côté. Et si nous, les francophones, on ne le fait pas, on va se faire manger. Ça, c'est très, très clair. On aura les étudiants sur les campus ici, parce que on a, en France du moins, mais comme en Suisse et en Belgique, on a un tissu d'enseignement supérieur extrêmement dense. Et les pays où il n'y a pas ces tissus denses, je pense notamment à toute l'Afrique francophone, eh bien, ils iront voir les universités américaines qui proposent des cours traduits en français. Point. Il n'y a pas à tergiverser. Alors oui, on parle des MOOC. On parle des MOOC dans les colloques, les machins. Il y a toujours un sujet MOOC pour dire « Ah oui, mais c'est bien, mais c'est quoi le modèle ?» Nanana. Bon, voilà. Évidemment, les Américains, ils ont un gros avantage sur nous à ce niveau-là, c'est qu'ils ont des fondations privées qui mettent beaucoup d'argent dans la préparation des MOOC et nous, on n'a pas ça. Les universités sont autonomes là-bas, elles peuvent chercher leurs sous et la fondation Gates, la fondation Rockefeller, je crois, enfin différentes fondations ont déjà mis des brouettes d'or dans les universités pour qu'elles préparent des MOOC, ce qu'elles font remarquablement bien. Nous, on n'a pas ça. Est-ce qu'il va y avoir… Comment ? On l'a, mais on s'en sert pas. Oui, puis il y a pas là-bas, ils ont des fondations qui sont spécifiquement dédiées à l'éducation, avec des très gros montants. Enfin bon, nous, on a des tas d'entreprises qui pourraient s'impliquer maintenant que les universités sont autonomes. Je sais bien que ça plaît pas à grand monde, etc. Mais enfin, voilà quelque chose qui n'appartient pas, je dirais, à l'ADN de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. C'est pas forcément à l'État encore de dire vous en faites pas, on s'occupe de tout. On peut faire confiance à la société civile et aller solliciter des acteurs, et en particulier les acteurs économiques qu'on aime tellement mettre à l'écart du monde de l'éducation, alors que bon sens, si les entreprises n'étaient pas là, mais enfin bref, on va pas rentrer dans ce débat, mais bref. Il y a certainement des choses à monter à ce niveau-là en termes financiers, mais pas seulement financiers. Moi, je vois une boîte comme Carrefour, enfin de ces gros groupes, des MOOC pour ces boîtes-là, eux qui travaillent sur la culture populaire, la consommation populaire, les grands groupes, etc. Mais c'est à eux de porter ça. Comme en Suisse, c'est à Migros, l'enseigne de grande distribution qui est déjà tellement active dans la culture populaire, qui finance tellement de cours pour les adultes, énormément. Voilà, je dis, il faut aller voir ces gens-là, quoi. Il faut aller voir ces gens-là parce que on va pas continuer à faire des MOOC dans son salon. Les universités, elles vont faire des XMOOC avec leurs petits moyens, mais face à ce qui se prépare de l'autre côté de l'Atlantique, avec tous ces gens dans le monde entier qui attendent des cours, du bon cours. Attendez, les premiers cours de Stanford, les premiers diplômés, vous avez dans le premier cours sur l'intelligence artificielle, là, un jeune en Mongolie, il avait 14 ans. D'accord ? Vous avez aussi un grec qui avait 77 ans. Ben, voilà, moi, ce que j'appelle le MOOC populaire, des MOOC où tout le monde trouve sa place. Et Bill Gates, là, la fondation Gates, finance actuellement la construction de MOOC undergraduate, comme on dit, c'est-à-dire de premier niveau, pas des cours de spécialistes, pour mettre un niveau en maths, en anglais et machin, et enfin pouvoir prétendre aux études universitaires. Ça m'énerve qu'ils soient plus intelligents que nous systématiquement. Ça m'énerve, parce qu'ils ont plein d'autres trucs qui vont pas. Mais quand ils décident de faire quelque chose,
Ouf. Alors, nous, on fait des colloques. Nous, on fait des colloques, il faut qu'on discute, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on voit si ça peut se raccrocher à telle théorie, et si Kant n'avait pas déjà parlé de ça. Et ça, on aime beaucoup ça, faire l'état de l'art. Et quand on aura fini notre état de l'art, dans quelques années, on va se retourner, puis on verra qu'il n'y a plus personne. Que tout le monde est parti voir les universités étrangères, et que nous, on va se retrouver là comme des gros nuls, tout seul, hein, parce qu'on aura pris trop de temps. Je sais pas, il y a un moment, il faut bouger, quoi. Alors, pour le moment, on consulte. Ah ben ça, je vais te dire, on consulte, hein. Mais il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Nous, on sait faire. On va monter dans les prochaines semaines vraiment le vadémécum pour créer les MOOC, quoi. En français, voilà. Alors, il y a l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, qui s'est intéressée à notre expérimentation très tôt. Et j'espère que ça va continuer parce que moi, je me dis, mais si c'est là qu'il faut aller, quoi. C'est la francophonie, c'est pas la France et sa grande culture, c'est pas machin, c'est la francophonie. Et ils viennent d'ouvrir un centre multimédia et de diffusion de cours à Tunis. Et ben, si les premiers MOOC francophones formels partaient de Tunis, j'en serais la première ravie. Bien sûr. Je pense que c'est là qu'il faut que ça se joue, chez des gens qui ont une envie, en plus de savoir, de tout ça. Enfin, on n'imagine pas à quel point tous ces continents neufs, là, où plus de la moitié de la population a moins de 20 ans, comme ils ont envie d'apprendre et faim de pour, comme ça. Ils comptent que là-dessus pour se sortir d'affaires, ils comptent pas sur leur politique. C'est vrai. Ça, et les MOOC, ça doit servir à ça. Moi, je suis pour le MOOC populaire, vous l'avez compris. Eh ben, super, hein, on a passé un bon moment avec toi. Est-ce que Déborah, tu as d'autres questions? Non, rien de plus à rajouter. Ma foi, les réponses aux questions ont été souvent diffusées dans tout le message. Je suis un peu bavarde, hein, je dois bien avouer, mais c'est parfait pour nous. C'est parfait. Ouais. Mieux, c'est ce qu'on voulait, non? On va te remercier encore une dernière fois au nom de tout le monde. Oui. C'est moi qui vous remercie parce que je pense pas que j'aurai beaucoup d'occasion de dire des choses comme ça. Je vais être beaucoup plus dans des discours un peu plus convenus et tout. Alors que là, je peux faire part de mes convictions et merci de ton engagement et de ta passion. Oui, c'est de la. Moi, je suis formatrice par choix, par la formation d'adultes. Je trouve que c'est un combat formidable et avec les MOOC, on a une nouvelle corde à notre arc et ben, il faut en profiter. Merci beaucoup. Ben, merci à vous en tout cas. Bravo pour tout ce que vous faites dans ce MOOC, c'est vraiment génial. Et puis, ben, j'espère qu'un jour, on se retrouvera ensemble pour en parler, cette fois in real life, hein, comme on dit. Avec plaisir. On pourra faire un truc, voilà, dans le genre une petite fête, des MOOCeurs. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.